Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Poitrine nue à Aurillac. Arrestation, manifestation, saccage. Le gorille est en colère. Avant de traiter cette information, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide de ces fameux merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Bibi Fricotin, Michel Analamène et Anissé. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, pour vos gentils messages, pour vos pouces levés, pour vos abonnements. Merci et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et pour la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Il ne faut strictement rien lâcher, il faut être très vigilant. Vous le savez, la censure s'est installée. C'est d'ailleurs le sujet de Régis de Castelnau au micro de Radio Courtoisie. Comme très bien exposé par Régis de Castelnau, l'extrême centre qui a le pouvoir exerce une censure de plus en plus forte dans le débat public. Censure plébiscitée également par une certaine gauche qui ne supporte pas la contradiction. Je vous mets par ailleurs l'extrait dans ma description, mais je ne partage pas du tout l'opinion de Régis de Castelnau. On peut débattre de tout sur les chaînes de services publics, sur les chaînes de réinformation, à l'exception de quelques sujets très mineurs. Par exemple, on ne peut pas débattre sur l'Union européenne. Les partisans du Frexit, les partisans de la souveraineté ne sont jamais invités. Mais à part ce sujet, bon, il y a également le vaccin. On ne peut pas arriver sur un plateau de télévision et douter de son efficacité ou, par exemple, expliquer ce que c'est que le Big Pharma. Ça, c'est strictement interdit. On ne peut pas débattre donc de ces deux sujets. Ah, si. J'allais oublier, l'Ukraine. On ne peut pas avoir un avis nuancé, gaulliste. Non, il faut défendre essentiellement le narratif de l'Union européenne. Bon, à part ces trois... Ah, j'oubliais l'immigration. Ça aussi, on n'a pas du tout le droit d'en débattre. Et si on affirme certaines choses, oh là 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 là, on est évidemment taxé des pires qualificatifs de la langue française. Mais à part ça, j'allais oublier aussi la globalisation, le pouvoir mondial, Davos, l'OMS. Là, c'est strictement interdit d'en débattre. Vous voyez, on peut discuter de tout, à l'exception des sujets très importants. Est-ce qu'on peut discuter même de la météo, de la pluie et du beau temps? Ça, je commence à en douter. Malgré tout, sur LCU, ils nous ont quand même dit qu'il avait sacrément neigé sur Val Thorens. Et là, ces flocons ont joué un sale tour aux alarmistes. Ils avaient prévu un narratif dans la presse, parce qu'au moment où les flocons tombaient donc sur nos sommets, eh bien, dans Le Parisien, on pouvait lire ce genre de choses. Selon une étude scientifique, avec un réchauffement climatique de plus de 4 degrés, presque la totalité des stations de ski européennes ne pourront pas maintenir leur activité comme aujourd'hui. Il y a une faute de français parce que ce n'est pas un futur. Un futur, c'est prophétique. Non, c'est un conditionnel. Il faudrait d'abord qu'il y ait un réchauffement de plus de 4 degrés. Et ce, même avec de l'enneigement artificiel. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que le scénario le plus pessimiste du GIEC, c'est une augmentation de 1,5 degré. Autrement dit, ils ont calculé quelle est l'augmentation de la température qui empêcherait les stations de ski d'ouvrir l'hiver. Voilà l'astuce. Et ils nous font croire qu'il y aurait une augmentation de 4 degrés. Une belle manipulation. Selon une étude internationale publiée ce 28 août dans Nature Climat Change, réalisée par des chercheurs spécialistes du climat et des ingénieurs du Centre national de la recherche météorologique en France, une hausse moyenne de 4 degrés, donc ce n'est pas une prévision du GIEC, c'est là une hausse moyenne de 4 degrés, pourrait, cette fois-ci nous avons le conditionnel, mettre en péril la quasi-totalité des 2230 stations de ski dans 28 pays européens. Voilà, tous les éléments du scénario catastrophe étaient là, à un détail près quand même, c'est que l'hypothèse de départ de 4 degrés était fantaisiste. Ah, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, et si ma tante en avait, je vous l'ai dit hier, vous connaissez la suite. Mais pour animer ce film d'épouvante, rien de tel qu'une actrice un peu hystérique. Et où peut-on entendre les actrices hystériques, tous les siphonnés de la cause écologiste? Eh bien, sur le sévice public.
Et il ne manquait plus que Claire Nouvian. Il faut croire aux catastrophes, car elles sont déjà en cours. Vous allez tous mourir, estime Claire Nouvian, fondatrice de l'ONG Bloom. Depuis des décennies, on nous alerte sur le fait qu'on va dans le mur. On est dans le mur plus vite que prévu. Ouh, mais c'est terrifiant. On rappellera à Claire Nouvian que toutes les prévisions du GIEC se sont révélées fausses les unes après les autres. Mais, hélas pour nous, à partir de ces fausses prévisions, il y a des décisions politiques, et notamment l'éolien. Ah, ça j'en parle tous les jours. Une baisse généralisée des vents en Europe menace-t-elle vraiment l'éolien ? Un récent rapport publié par le programme Copernicus a semé de l'inquiétude dans les médias en révélant que les vitesses du vent enregistrées en 2021 dans certaines régions d'Europe ont été les plus faibles depuis au moins 40 ans. Et là, encore une hypothèse qui ne manque pas de sel et qui est très ironique. S'il s'avérait que le phénomène est lié au changement climatique, il y aurait là de quoi angoisser les exploitants d'éoliennes et les défenseurs du climat. Ils ont milité donc pour une transition énergétique qui se retrouve sans vent. Ah ça, bravo. Bon, c'est très bien que ce changement climatique doit être un peu plus étudié et on attend davantage de conclusions. Mais par contre, il y a des conséquences financières. Les perturbations sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe du Nord ont été lourdes, donc ce manque de vent. Les premiers pays concernés sont aussi les mieux fournis en parcs éoliens et pour certains, cette source couvre une bonne partie de leur consommation électrique. La moitié au Danemark, plus d'un tiers en Irlande. Résultat, des tensions sur les prix sur les comptes des géants du secteur. Le Danois Ørsted enregistre un trou de 380 millions d'euros causé par cette panne de vent. L'Allemand RWE a annoncé une chute de ses bénéfices de 38% sur ses unités éoliennes et solaires l'an dernier. Et là, ce n'est pas une blague, ils se sont aperçus avec l'éolien que c'était une énergie alternative. C'est pour cette raison que dernièrement, Emmanuel Macron a décidé de rouvrir des centrales nucléaires. Pourquoi cette précipitation ? Certains ont mal compris mon raisonnement. Pourquoi est-il en train d'effacer ce qu'il a fait ? C'est parce que l'Union européenne, une partie des lobbies écologistes, ont poussé la France vers l'éolien. Et là, ils s'aperçoivent, c'est une énergie alternative. Il faut de nouveau des centrales nucléaires. Bravo les champions du monde, bravo le World Economic Forum, bravo les écologistes, vous êtes des prix Nobel. Mais il y a pire, de plus en plus de physiciens sont en train de s'interroger sur le voltaïque. Pour réduire le CO2, croissance et nourriture des plantes, et ainsi sauver la planète où chaque centimètre de degré compte, selon les dogmes écologistes, rasons donc des forêts qui capturent chaleur et CO2 pour installer des îlots de chaleur photovoltaïques à 3-4 degrés, nos 3-4 degrés, plus chauds que ces terres voisines. Nous avons ainsi les panneaux photovoltaïques qui créent des îlots de chaleur de plus de 3-4 degrés plus chauds que ces terres voisines. Vraiment bravo à ceux qui ont pensé à ce genre de choses. Mais parfois, il y a un mal pour un bien, non pas pour nous hélas, mais pour les pays étrangers qui ont pu s'inspirer des déboires de l'Union européenne en matière de transition énergétique. Je prends l'exemple de l'Australie. Il y a encore une année, ils nous expliquaient qu'ils allaient fermer leurs centrales à charbon en les remplaçant par de l'éolien et du solaire. Et aujourd'hui, ils ne sont plus tout à fait enthousiastes. Ils ont fait quelques calculs et ils s'aperçoivent que ce n'est pas vraiment possible. Ce qui fait que les chefs d'entreprise, et notamment la très richissime Gina Rinhardt, militent pour du nucléaire. Chose impensable en Australie il y a encore une année. Certes, les écologistes hurlent, mais voilà, le débat est sur la table et quand on voit ce qui se passe en Europe, évidemment, il y a de grandes chances que le nucléaire s'implante en Australie. Allez, un autre débat maintenant, un débat impossible. Vous savez, c'est la vaccination. Il est très difficile d'en parler sur les plateaux de télévision où, quand on en parle, c'est toujours de cette manière-là. L'attaché de presse de Biden déclare que de nouveaux vaccins Covid mis à jour sont en route en septembre. Vous connaissez la musique, vaccinez-vous, 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 ou quand ce n'est pas vaccinez-vous,
Porter un masque. Le masque doit devenir banal parce qu'il est vital, y compris pour un rhume. Regardez notre ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, en plein délire sanitaire. Alors, c'est quelque chose que je connais bien, le masque pour un rhume. Pourquoi? Parce que avant d'habiter en Australie, j'habitais Hong Kong, où en effet, avant 2019, avant la pandémie, lorsqu'un Hongkongais était malade, il portait un masque. J'avais demandé d'ailleurs à un docteur si c'était efficace. D'ailleurs, c'était hors pandémie. Et il m'avait répondu ce qu'avaient répondu d'ailleurs les autorités sanitaires, quand elles étaient honnêtes, c'est plus pédagogique, c'est pour que les gens ne s'approchent pas. Mais l'efficacité, évidemment, c'est autre chose. Voilà la muselière, la vaccination, il n'y a que cela. Ce qu'on aimerait par exemple, c'est un débat, notamment sur les effets secondaires. Les avocats annoncent des poursuites contre l'État pour dommages causés par les vaccins et cela se passe en Allemagne. Est-ce que nous avons ce type d'informations sur nos plateaux de télévision? Jamais. C'est interdit. On n'a pas le droit de remettre en cause le narratif. Et puis sur l'immigration, c'était à peu près la même chose. On n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. Et puis Gabriel Attal a ouvert un peu la porte de Pandore. Regardez cette consultation du Figaro. Quand on interroge les Français, ils sont majoritairement d'accord. Approuvez-vous l'interdiction du port de l'abaya à l'école? Oui, à 94%, non à 5%. Et il y a 190 000 votants. Ah, j'entends des voix. Certains disent ce n'est qu'une consultation du Figaro, ce n'est pas représentatif de la population française. Eh bien, détrompez-vous, puisqu'il y a eu des sondages à ce sujet, et les électeurs de gauche sont majoritairement contre donc le port de l'abaya à l'école. Et puis, il faut aussi savoir qu'un ministre n'agit pas sans avoir dans le tiroir de son bureau de très nombreuses enquête d'opinion sur la loi qu'il va présenter. Si Gabriel Attal a lancé cette interdiction, c'était, comme je vous l'ai dit hier, pour couper l'herbe sous le pied de Darmanin. Eh bien, ce qui serait intéressant, c'est que tous les Français discutent, puissent réfléchir sur l'immigration, et c'est d'ailleurs une proposition de Jordan Bardella. Mercredi à Saint-Denis, je demanderai à Emmanuel Macron l'organisation d'un référendum sur l'immigration le 9 juin 2024, jour des élections européennes. Ma lettre au président de la République. Les éditorialistes de gauche se mettent à pousser des cris d'horreur. Ils nous expliquent que tout ça, ce n'est pas possible. On n'a pas le droit de parler d'immigration. Est-ce qu'il faut leur rappeler à ces censeurs, à ces gauchistes, que la démocratie, c'est justement donner la parole au peuple et de gouverner pour et par le peuple? Tiens, puisqu'on parle de gens de gauche, on va aller voir dans toute leur splendeur. Une affaire assez cocasse. Cela commence à Aurillac, une femme poursuivie pour s'être baladée seins nus. Et il y a eu une manifestation de soutien d'1 million de personnes. Alors pourquoi s'est-elle baladée seins nus alors que la moitié des hommes n'avaient pas de t-shirt? Un jour de canicule, Marina s'est promenée seins nus à Aurillac mercredi. Zut! Poursuivie pour exhibition sexuelle, elle a été soutenue par 1 millier de personnes en marge du Festival international de théâtre de rue. Et là, vous avez des spécimens absolument magnifiques. Libérez nos tétons de vos regards cochons. J'aime beaucoup cette pancarte. Elle est pour moi le degré ultime de la pensée de gauche. Enfin, quand je dis de gauche, je devrais dire plutôt macroniste. Elle nous fait du en même temps. D'un côté, elle exhibe sa poitrine et de l'autre côté, elle reproche aux hommes de regarder ce qu'elle met en vitrine. C'est quand même d'une hypocrisie, voire une forme de sadisme. Et puis, il y a chez ces féministes radicales quelque chose qui me laisse pantois. Elles vont à l'encontre de la nature. Oui, les hommes, les femmes sont stimulés visuellement. Ils sont attirés par le charme d'un sein, d'une croupe, d'une hanche. C'est la vie. C'est même à partir de là que s'est créé nos arts, notre littérature, l'érotisme et tout ce que vous voulez. Et d'un seul coup, elles voudraient arrêter cela. Qu'il n'y ait plus de charme entre l'homme et la femme. Mais ce sont des dénaturés ou peut-être qu'elles aimeraient que les hommes cessent d'admirer les femmes. C'est peut-être même leur programme. En tous les cas, suite à cette manifestation, il y a eu des dégâts, ce qui a fait sortir le Yéti de sa cage. Saccage du tribunal d'Aurillac.
Éric Dupond-Moretti fustige l'acte de crétin décérébré. Le ministre de la Justice s'est rendu donc hier à Aurillac où le tribunal a été saccagé samedi par une dizaine d'individus encagoulés en marge d'une manifestation féministe. Dupond-Moretti en a fait en quelque sorte son miel. Il peut en effet de nouveau briller sur les plateaux de télévision. Il est poursuivi par la Cour de la République. Il a un bilan désastreux, mais vous savez que l'extrême gauche, c'est un faire-valoir. Pour ce gouvernement, à chaque fois qu'ils sont en difficulté, ils font briller des ministres. Les Abaya et maintenant Aurillac. Emmanuel Macron, par contre, est en difficulté avec les patrons. Université d'été du MEDEF, coup de froid entre Emmanuel Macron et les entreprises. La traditionnelle université d'été du MEDEF s'ouvre lundi. Elisabeth Borne est attendue par des patrons en colère très remontés contre la volonté du gouvernement de différer une baisse d'impôts des entreprises. Le numéro d'équilibriste, le en même temps permanent. Emmanuel Macron avait promis des baisses d'impôts en même temps aux Français et aux patrons. Et il est obligé de décevoir les deux. Il ne peut pas tenir ses fausses promesses. Il a rendu furieux les patrons. Il faut faire attention parce que certains d'entre eux possèdent des grands quotidiens. D'ailleurs, je remarque à la une du Figaro, ça tape très dur sur Emmanuel Macron en ce moment. Est-ce qu'il y a un rapport? À vous d'en juger. Et puis Emmanuel Macron, alors qu'il est isolé sur la scène internationale, il fait croire qu'il est capable encore de prendre des décisions de fermeté. Au Niger, Macron refuse de céder aux putschistes. Devant les ambassadeurs, c'est toujours devant la foule des ambassadeurs. Le chef de l'État a défendu lundi une position de fermeté face à la junte, au risque d'apparaître isolé. Oui, dans tous les journaux du monde, on se moque d'Emmanuel Macron au Niger. À partir du moment où un pays demande que votre ambassadeur parte, il faut lui obéir parce que, comme le disent les spécialistes, il met en danger la vie des ressortissants français. Emmanuel Macron n'est capable, vous le savez, que de posture. Et c'est le cas également d'un de ses compagnons de route, Thierry Breton. Il était au micro de LCU et il explique que l'Europe va pouvoir produire en Europe plus d'1 million d'obus par an d'ici un an. Dans les journaux, on a l'impression que ces obus vont arriver sur le front ukrainien dans 15 jours. Non, c'est d'ici un an. Et pour l'instant, nous n'avons pas tout à fait la mise en œuvre de la production de ces obus. Thierry Breton se réfugie derrière le secret défense. Les journaux ont tendance à titrer que Thierry Breton a une attitude de fermeté vis-à-vis de l'Ukraine, mais lorsqu'on écoute précisément ses propos, c'est un peu plus compliqué. L'ancien président Nicolas Sarkozy avait regretté il y a quelques jours que la France livre des armes à flux continu à l'un des belligérants, en l'occurrence l'Ukraine. Interrogé à ce sujet, Thierry Breton balaye du revers de la main la remarque de l'ex-chef d'État français, dont il a été ministre. Le sujet, c'est de parler avec ceux qui sont en responsabilité, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, explique Thierry Breton. Selon lui, il est nécessaire de leur laisser le soin de gérer cette affaire en s'appuyant sur les instances démocratiques tout en souhaitant bien sûr, qu'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine intervienne au plus vite. Si la presse mainstream insiste sur les premiers éléments de langage de l'interview de Thierry Breton, la livraison d'obus aux calendes grecques et une attitude de fermeté, moi j'y vois au contraire un changement de narratif, c'est-à-dire une inflexion de la politique européenne. Thierry Breton souhaite bien sûr qu'un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine intervienne au plus vite. Cette phrase était impossible il y a encore quelques semaines. Il nous expliquait que la paix reviendrait lorsque l'Ukraine récupérerait la Crimée ou le Donbass. Là, il demande un cessez-le-feu. C'est pas compliqué. Thierry Breton lit la presse américaine et il sait très bien que les Américains sont en train de changer d'attitude. Aux États-Unis, premier doute sur l'aide à l'Ukraine. Pour la première fois, après 18 mois de guerre, un sondage indique qu'une courte majorité de l'opinion est hostile à une nouvelle enveloppe financière.
Pour ceux qui suivent ces entretiens régulièrement, ce n'est pas une découverte puisque nous avions annoncé la nouvelle dès fin juillet. Le renversement de tendance de l'opinion américaine est dû à l'échec de la contre-offensive. L'épisode Hawaï a renforcé certainement les Américains dans leur rejet du financement de la guerre en Ukraine. Il a fallu encore une fois presque un mois pour que cette nouvelle s'étale à la une de la presse aux ordres. Mais cela signifie aussi quelque chose, les colombes, c'est-à-dire ceux qui veulent la paix, sont en train de prendre le dessus sur les faucons. Et les Américains nous surprennent toujours, et notamment Tucker Carlson, parce qu'il se susurre qu'il y aurait un interview en négociation pour faire une longue interview donc de Vladimir Poutine sur Twitter. Ah, comme le souligne Florian Philippot, il va encore se faire des amis, mais il s'en moque, c'est un esprit libre et on a urgemment besoin de liberté. Ce qui est certain, c'est que nous attendons avec beaucoup d'impatience cette interview. Voilà, nous espérons que sur les plateaux de télévision, les sujets qui nous intéressent se retrouveront enfin en débat et qu'il n'y aura pas cette horrible censure. D'ailleurs, il y a un schéma qui peut-être résume ce que vous pensez de l'information, chose dont je m'inquiète, l'émergence d'un gouvernement totalitaire mondial, le changement climatique. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce journal, que vous le soutiendrez, et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.